Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire du jeudi 12 octobre 2017. Alors bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien, même très bien. François que je salue également. Alors euro-dollar, USDN, USDCAD, euro GBP, GBP, USD. Bref, de toute façon, on va voir tous les paires majeures, François, étant donné que le DXY eh bien a indiqué un bon signal baissier, donc forcément eh bien, on va voir ça après, mais nos scénarios euro-dollar et AUD-USD, je pense qu'on peut les stopper là où ils en sont. Alors, je suis en forme, alors parfait, 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 parfait. Bonjour à vous François Hoffman, bonjour Frédéric, Frédéric Serna et Frédéric Palp. Bonjour à vous Camille, voilà. Image 5 sur 5, merci à vous pour cette confirmation Gilles. Oui, de vous-même. Eh bien, écoutez, Luc, moi je vais plutôt bien également. Merci à vous. Et bonjour Bruno. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers habitués et et, euh, euh, auditeurs et auditrices. Excusez-moi. Alors, comme vous avez pu le lire et comme vous avez pu le remarquer sur les différents réseaux sociaux, les minutes de la Fed sont ressorties hier dans un climat plutôt dovish. Alors, je m'exprime. C'est tout simplement que les membres, les différents gouverneurs de la Fed sont ressortis plutôt mitigés concernant l'inflation. Voilà, ils s'inquiètent de plus en plus concernant l'inflation. Ça ne remet nullement en cause le resserrement de la politique monétaire, mais voilà, la probabilité d'une hausse des taux, je le rappelle, en début de semaine était de 80% d'après les futurs Fed Funds, et actuellement elle est aux alentours des 75%. Alors voilà, c'est une baisse de court terme, faut pas s'en inquiéter, je pense, mais ça montre bien que peut-être que le marché pourrait consolider à court terme sur le dollar, voire même légèrement se replier. En tout cas, pendant la séance européenne, aujourd'hui, on peut envisager une poursuite, une hausse de l'euro, une hausse une hausse peut-être des marchés actions vu l'appétit pour risque qu'il y a depuis hier. Hein. Wall Street qui marque des nouveaux records. Vous connaissez le refrain. La séance asiatique, c'est pareil, une progression. Le Nikkei qui est un plus haut depuis 1996. Donc voilà, normalement l'appétit pour risque devrait se transmettre, à part si l'euro évolue trop rapidement et fait donc pression sur les indices. Voilà. Les indices de la zone euro, c'est un petit peu compliqué, étant donné que c'est comme, je dirais, peut-être un petit peu moins, mais peut-être un petit peu comme le Japon, c'est-à-dire que le Japon, eh bien, sa devise et son indice sont corrélés négativement. C'est-à-dire que dès que le Nikkei recule, ça va être bénéfique pour son marché, étant donné que c'est un pays exportateur avec une balance commerciale positive. Donc, une monnaie plus faible, ça améliore les exportations, tout comme la zone euro. La zone euro, c'est un pays qui exporte plus qu'elle n'importe. Elle a une balance commerciale qui est positive. Et donc, une devise faible, c'est bénéfique pour sa balance commerciale et c'est bénéfique pour ses exportations. Alors que les États-Unis ont une balance commerciale négative, c'est-à-dire que les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent, et donc eux, au contraire, une devise qui s'affaiblit, certes, ça améliore les exportations, mais ça n'a pas grand avantage sur l'importation et sur la balance commerciale. En tout cas, ça ne l'améliore pas, ou très peu, du moins. Donc voilà. Donc ça n'a pas les mêmes effets, les devises n'ont pas les mêmes effets sur chaque indice géographique. Il faut voir selon la balance commerciale et plein d'autres choses. L'avertissement égale ce risque que vous connaissez tous, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital, IG fournit excusez-moi un service d'exécution d'ordre, la présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Le résumé des sciences américaines et asiatiques. Alors on peut le voir, le Dow Jones, le S&P et Nasdaq qui progressent avec une médaille pour l'indice technologique Nasdaq, le DXY qui recule de 0,33% suite au milieu de la Fed, les rendements obligataires séparés se détendent, enfin se contractent pardon. Le yen ce matin est inchangé. Le gold avance forcément parce il est poussé grâce au dollar. Le dollar qui recule, ça fait mécaniquement remonter le cours du gold. C'est pas vraiment de l'aversion au risque qu'il y a, hein. C'est pas l'aversion au risque qui justifie la hausse du gold. Et on a le Nikkei, le Hang Seng Index et le MSCI Pacific qui progressent également, comme on peut le constater. Donc c'est concrètement de l'appétit pour risque qui domine ce matin. Le calendrier économique, alors ce n'est pas le bon, je l'ai laissé
voilà, sur le lien parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Alors en Chine, on a eu, comme vous pouvez voir, des chiffres de financement et d'investissement. Alors on peut voir que le financement est à la hausse, les nouveaux prêts sont à la hausse, donc financement c'est bénéfique pour tout ce qui est croissance, parce que qui dit investissement dit hausse de la production, dit hausse de la croissance et donc production de richesse. Nous aurons aujourd'hui la déclaration du budget mensuel aux États-Unis. Alors on a eu des prêts, bon ça c'est pas très très important, ça c'est pareil. Alors on aura ce matin à 11 heures la production industrielle dans la zone euro qui sera très importante, qui est attendue en léger ralentissement, ce qui est plutôt normal lorsque l'on constate les PMI qu'on a eu les PMI manufacturiers et composites qui sont ressortis la semaine dernière. Eh bien c'est plutôt normal que le marché s'attende à une baisse, alors pas une baisse mais un ralentissement de la production. Et s'il y a un ralentissement, eh bien ça devrait quand même pas énormément impacter l'euro. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a déjà le dollar qui fait remonter la devise, la monnaie unique, et, euh, et en plus de cela, on peut voir que le marché anticipe déjà une baisse. Donc voilà, il faudrait une baisse encore plus importante pour que vraiment le marché soit négatif sur l'euro ce matin. Ensuite, nous aurons des chiffres liés à l'emploi qui seront publiés à 14h30 aux États-Unis. Donc, nouvelle inscription au chômage, nouvelle renouvellement des demandes d'indemnité, voilà. Et ensuite, nous aurons les stocks de pétrole brut, pardon, d'après le département de l'énergie américain. Et enfin, un discours de Mario Draghi juste avant, pardon. Voilà, donc on aura quand même pas mal d'annonces réparties sur tout au long de la journée, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Alors, je regarde les questions. Didier, bonjour à vous Didier, pouvez-vous me dire si Eurodollar et USD4 sont en bonne santé? Merci, alors oui, on va y regarder tout de suite. Tac tac, bonjour Brigitte. La suite en 2018 pour Draghi. Alors oui, peut-être, probablement qu'on aura davantage d'informations en 2018. Cette réunion ne va pas être très très importante à 16h30. C'est une réunion, il me semble, qui est avec un membre aux États-Unis, un membre de la Fed aux États-Unis, donc voilà, on ne devrait pas avoir des grandes annonces qui seront annoncées de par Mario Draghi cet après-midi. Alors, on regarde rapidement ce graphique qui représente le top des devises majeures, le classement des devises majeures sur 5 jours. Alors, on peut voir que l'euro, c'est la devise la plus haussière, étant donné que c'est celle qui profite le plus à la baisse du dollar. On a l'euro suivi par le yen, le CHF et le CAD face à l'AUD et le NZD. Néanmoins, on peut voir que depuis un jour environ, on a quand même le NZD qui progresse beaucoup plus rapidement que l'euro. Vous voyez sur un jour, voilà, l'euro c'est la devise la plus avec le plus fort momentum face au dollar. Dollar qui est plutôt la devise la plus faible sur un jour glissant. On regarde la clôture du DXY et ensuite on va pouvoir passer au pair majeur. Le DXY, on peut voir, il a clôturé sous la moyenne mobile à 50 et 20 jours. Un plan de trading, c'est un plan de trading, c'est-à-dire que le signal n'est plus haussier. Le signal n'est plus haussier. Donc les stratégies acheteuses du dollar, je pense qu'on peut les mettre en stand-by pour le moment. Il faudra attendre une nouvelle intégration au-dessus de ces deux moyennes mobiles pour repasser à l'achat. Voilà. Mais en attendant, euh, je pense qu'il est préférable de clôturer les positions acheteuses du dollar. Voilà. Peut-être qu'on va revenir à un point un petit peu plus bas et que ça va repartir à la hausse. Et dans ce cas-là, ça sera le moment d'acheter et on achètera plus bas. Mais le dollar, là c'est clairement un signal baissier en plus que le RSI qui a 50. Donc voilà. C'est plutôt faut pas non plus garder trop longtemps les positions perdantes. Sur le graphique hebdomadaire, on peut voir que le cours a cédé sous cette moyenne mobile à 20 jours. C'est pareil, le plan de trading, c'est le plan de trading. Il me semble qu'en début de semaine ou en fin de semaine dernière, on avait annoncé que si on avait une cassure à la hausse, ça confirmerait le signal d'achat. Et si on avait une cassure à la baisse, alors faudrait arrêter les stratégies acheteuses. Donc voilà, faut respecter le plan. Je pense que c'était un bon plan qui n'a pas fonctionné, mais en tout cas, on avait un beau, euh, un beau scénario devant nous sur le dollar. Voilà, peut-être c'est peut-être une annulation ou peut-être que ça va être reporté ce signal aussi. Donc l'euro dollar, on peut voir qu'il
qu'il a progressé, qu'il a dépassé sa résistance à 1,1831. Il est revenu tester les presque 1,19 ce matin. Le RSI repasse au-dessus de 50. Bref, je pense que il faut arrêter les positions vendeuses sur l'euro-dollar. Voilà, 1,15. Je pense tout de même que ça devrait être que ça va être vu d'ici la fin de l'année, pour les mêmes raisons que j'ai communiqué la semaine dernière et il y a 2 semaines. C'est-à-dire que dans le fond, le dollar devrait prendre le dessus face à la monnaie unique d'ici les prochaines semaines, voire quelques mois. Je ne dis pas que le dollar va prendre le dessus en 2018. Simplement, je pense que la probabilité de la hausse des taux va s'améliorer. Aujourd'hui, on a l'IPP américain, l'indice de prix à la production américaine. Nous aurons également demain l'indice de prix à la consommation américaine. Donc on aura 2 chiffres de l'inflation aujourd'hui et demain. Et ces chiffres viendront confirmer les inquiétudes de la Fed, ou alors viendront rassurer le marché. Voilà. Donc à la rigueur, pour certains qui veulent attendre vraiment avant de clôturer la position vendeuse qui a été prise par ici, il me semble, eh bien pourquoi pas attendre les chiffres de l'inflation qui tomberont aujourd'hui et demain. Voilà. À la rigueur, le dernier signal qui me ferait oublier les 1,15, c'est si le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Si le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, je pense qu'on pourra clairement oublier les 1,15. Et que le range se fera entre 1,20 et 1,17. Voilà, dans cette zone-là. Mais tant qu'on reste en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, il y a encore une probabilité, je dirais, que à moyen terme, d'ici la fin de l'année, on retrouve les 1,15. En intraday, alors, on peut voir que le dollar il est plutôt baissier, légèrement baissier en tout cas, ce qui devrait être bénéfique dans le fond pour la monnaie unique. L'euro-dollar, alors qui est stable ce matin, le marché qui patiente, on n'a pas vraiment de mouvement, c'est assez exceptionnel. Peut-être que le marché avait déjà pricé cette annonce des minutes de la Fed. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une consolidation. Moi, les bandes que je constate, que je ferai attention en intraday, c'est la moyenne mobile à 50 jours, qui est actuellement à 1,18, 1,18,98, 1,19. Voilà, 1,19 et 1,18,30. 1,19 et 1,18,30, c'est les deux bornes sur l'euro dollar en intraday. Le GBP USD me demande Camille. Alors, le GBP USD, donc le GBP devrait profiter de la baisse du dollar pour progresser. Attention tout de même, le RSI bute sous 50, c'est-à-dire que le cours pourrait très bien passer à la baisse. Mais honnêtement, vu la cassure de la moyenne mobile à 50 jours, je pense que la livre est partie pour reprogresser au moins jusqu'à 1,33. Voilà, donc j'ai plutôt un avis positif sur la livre ce matin. Plutôt un avis positif en intraday. En intraday, je pense que le maximum haussier se situe à 1,3284. Et en swing, la résistance est 1,3313 qui correspond également à la moyenne mobile à 20 jours. Le NZD USD, alors le NZD USD on l'a vu, qui progresse, qui est la devise la plus performante sur le FX des devises majeures depuis sur un jour glissant. Voilà, le NZD reprogresse. Est-ce que le Senior 0,70 est oublié? Pas totalement. Certes, j'aurais aimé que le dollar ne casse pas sa moyenne mobile à 50 jours, mais bon, il l'a fait. Donc, faut rester prudent. Ce qui maintient, j'ai envie de dire, la tendance baissière, c'est cette moyenne mobile à 200 jours. Peut-être que ce n'est qu'un simple pullback. Peut-être que ce n'est qu'un simple pullback sur cette moyenne mobile et qu'ensuite il va repartir à la baisse. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, je dirais que tant que le cours est en dessous de cette moyenne mobile, on a encore un potentiel baissier. On a encore un potentiel baissier et ce jusqu'à 0,70. Maintenant, si le cours clôture au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien, il faudra ne plus vendre le NZD USD.
il faudra peut-être repasser à l'achat étant donné que le risque politique au sein de la Nouvelle-Zélande devrait peu à peu diminuer. Et donc il devrait être racheté le NZD. Comme je vous rappelle, l'RBNZ est proche, quand même relativement proche, d'une hausse des taux. L'USD CAD eh bien, se replie, casse ses moyennes mobiles à 50 jours, il est encore au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, le RSI est à 50, donc j'ai envie de dire que là, aujourd'hui, on devrait avoir une précision nette, soit le RSI casse 50, dans ce cas, c'est un signal baissier, et on revient à 1,22, 1,23, pardon. Dans le cas contraire, si on n'a pas la cassure, mais qu'on a à l'inverse un rebond, ce sera un signal haussier jusqu'à 1,2556. En tout cas, ce matin, le CAD n'est pas renforcé par le pétrole. Le pétrole qui prend 4% depuis le début de semaine. Ce matin, il recule de 0,21. Il y a une prise de bénéfice, c'est tout à fait normal. Et donc le CAD est également pénalisé. Le CAD est également pénalisé, ce qui fait un cours en consolidation. On a le dollar qui est pénalisé, le CAD pénalisé, donc du coup on n'a aucun mouvement. C'est immobile. Par contre, selon les stocks de pétrole qui seront publiés cet après-midi, peut-être que nous aurons davantage de mouvements sur le SD4. Voilà, si on a des stocks, si on a un restockage, ça devrait avoir un impact négatif sur le pétrole, et donc négatif sur le CAD, et donc ça pourrait faire remonter le cours de l'USD CAD. Et donc à contraire, si on a un déstockage, ça soutiendra le pétrole, ça soutiendra le CAD, et donc ça fera pression, ça accentuera la pression sur l'USD CAD. Alors d'après vous, le CAC, on a une divergence baissière sur le CAC, mais pas sur le SP qui continue de progresser de la part du Alors oui, hein, le CAC, on a une divergence baissière. On va voir ça juste après, je termine juste avec les paires majeures, et ensuite je passe au marché action. L'USD-CHF, on n'a pas vraiment eu cette clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, pardon. On l'a eu rapidement, mais bon, on n'a pas eu vraiment un fort momentum. Néanmoins, je pense que le signal est toujours, la progression est toujours attendue à la hausse, pour la simple et bonne raison que le CHF a encore une politique monétaire extrêmement accommodante et qu'elle devrait continuer à l'être tant que l'inflation ne tend pas vers 2%, et elle est encore loin des 2%. Elle est autour des 0,5 il me semble lors de la dernière publication. Donc c'est relativement faible. Donc dans le fond, je pense que l'USD-CHF pourrait reprogresser. À part si on a un climat d'aversion au risque qui revient sur le marché et qui domine. Dans ce cas-là, il faudra oublier la parité sur l'USD-CHF. Mais d'un point de vue saisonnalité, ce n'est pas le moment, pendant l'automne et pendant l'hiver, où l'aversion pour le risque domine. L'USD yen, on a clairement eu une baisse. Hein. On a une baisse, donc l'USD yen pour moi il peut revenir à cette moyenne mobile à 200 jours. Je pense que les 114 peuvent être remis, peuvent être annulés ou tout simplement, euh, annulés pour le moment. Peut-être qu'ils seront revus, mais dans quelques semaines. À part si d'ici la fin de semaine, on a des bons chiffres de l'inflation. Si on a des chiffres de l'inflation extraordinaires, enfin vraiment bons aux États-Unis, alors la spéculation reviendra. Dans le cas contraire, le dollar, je pense qu'on peut oublier les stratégies acheteuses pendant les 2 prochaines semaines. Donc l'USD yen, pour moi, il y a un potentiel baissier jusqu'à ces moyennes mobiles à 200 jours si on n'a pas des chiffres de l'inflation qui viennent soutenir l'opinion d'une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Donc voilà, l'USD yen, plutôt un avis baissier en intraday. Et en intraday, je pense qu'on peut viser le précédent le plus bas de la veille, à 112. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des paires majeures? L'AUD-USD, bon, pareil, c'est une devise qu'il faut, un scénario qu'il faut clôturer. On est toujours, on a bénéficié malgré la hausse ici, on est quand même profitable sur l'AUD-USD, donc voilà, ça reste une stratégie qui a été entre guillemets gagnante, même si j'aurais particulièrement aimé un retour à 0,77. Mais bon, encore une fois, peut-être que les chiffres de l'inflation vont contredire cette petite correction que nous avons depuis le début de la semaine. Voilà. En tout cas, voilà, le momentum est haussier, faut pas le négliger. Donc ce que j'invite, et d'après le plan de trading qui a été annoncé depuis le début de la semaine, il faut le respecter, c'est important de respecter un plan de trading. Et c'était dit que si le DXY cassait sa moyenne mobile à 50 jours, eh bien stratégie acheteuse sur dollar, nous pourrions les annuler, les clôturer.
Donc c'est chose faite, il faut respecter ce qui a été dit. Enfin, en tout cas, je respecte mon plan de trading. Et donc voilà, UDUSD, malheureusement, on clôture en léger gain. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on passe au marché action. Et ensuite, donc, on passera sur le trade du jour s'il y en a un d'intéressant. Alors, on a les marchés actions européens qui ne profitent pas de l'appétit pour le risque. Pourquoi? Tout simplement parce que on a un pétrole qui est baissier. On a un pétrole qui est baissier. On a des rendements obligataires américains qui, comme on l'a vu hier, se sont repliés. Regardez ici. L'US à 10 ans, il perd 2 points, L'US à 10 ans perd quasiment 2 points de base ce matin alors qu'il en a perdu déjà 2 hier. Donc voilà, on a un marché bancaire qui est, enfin, une contraction de ce rendement à 10 ans est synonyme d'un marché bancaire sous pression. Voilà. En plus de cela, le marché reste vigilant quant aux publications des résultats qui ont commencé aux États-Unis depuis hier. On a BlackRock qui a publié des résultats en hausse. Aujourd'hui, nous aurons JP Morgan et Citigroup. Donc JP Morgan, la plus grande banque au monde, viendra ensuite donc Citigroup, demain Wells Fargo et Bank of America. Donc les secteurs bancaires qui est attendu en hausse, qui est vraiment attendu parce que surtout que le CAC, comme vous savez, c'est l'indice de la zone euro qui a sa plus forte pondération face au marché bancaire. Donc si on a des bons revenus des sociétés bancaires outre-Atlantique, c'est synonyme que le secteur bancaire dans la zone euro et dans le CAC 40 va lui aussi être positif. Voilà, donc le marché attend ces statistiques-là, surtout sur le CAC. Donc l'Eurostoxx, on a une journée baissière à cause de ces deux raisons. Le pétrole qui se replie et les rendements obligataires américains qui se contractent. Maintenant, faut regarder l'évolution en intraday. Si le pétrole d'ici 2 heures devient haussier et que les rendements obligataires américains se dilatent, eh bien alors ça sera haussier. Ça sera haussier. Voilà. Donc l'Eurostoxx, je pense qu'en intraday, il peut revenir à 3600, je dirais même jusqu'à 3593, pardon. Le DAX frôle toujours, il touche ses plus hauts à 13 000 points, donc pas de dépassement aujourd'hui. Concrètement, on devrait avoir une consolidation entre 13 000 et 12 954. 12 950 et 13 000. Voilà. Le CAC, on a une divergence baissière, oui, comme vous pouvez le constater. Tant que le momentum est baissier, pour moi, c'est un cours qui pourrait davantage retracer. Alors quand je parle de retracement, c'est pas un retracement de 200 points, je dis simplement que le cours peut venir chercher les 5330, voire même 5300. En fait, tant que le RSI est orienté à la baisse, le momentum est baissier. Et donc, pas de stratégie acheteuse. Si, en fin de semaine, on a un RSI qui est à 50, et qu'on a une impulsion haussière, qu'on a une jambe de hausse depuis ce RSI à 50, alors ça sera le moment d'acheter. Mais pour le moment, le CAC ne s'achète pas. Comme je l'ai dit, il est sous pression en attendant les résultats des banques américaines. Voilà, donc le CAC pourrait revenir en intraday, je dirais à 5345, mais le premier niveau de support que je surveille particulièrement, c'est 5330. Voilà. Et une fois qu'on aura cette impulsion, quel sera l'objectif? Eh bien, l'objectif sera les précédents plus hauts atteints à la fin du printemps, autour des 5500 points. On passe à l'IBEX. Alors l'IBEX qui rebondit quand même assez bien depuis le début de semaine, étant donné que on a, euh, on a quand même un risque qui a un petit peu diminué. Néanmoins, on peut voir que le marché n'est pas encore prêt, vraiment, qui est assez prudent, hein, qui n'est pas dans l'euphorie, qui n'est pas dans l'euphorie. Il attend sagement autour des 10 340 points. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, il attend tout simplement le prochain propos du leader catalan. Donc, c'est un petit peu un débat qui se renvoie entre Madrid et le parti indépendantiste catalan. Parti indépendantiste catalan, je le rappelle, mardi a proclamé son indépendance et l'a suspendu sur le champ pour entamer des négociations avec Madrid. Madrid a réuni ses ministres, enfin le premier président du gouvernement espagnol a réuni ses ministres hier
et a annoncé et a demandé à Carl Puigdemont, je sais pas si je le dis bien, en fait le leader du parti indépendantiste catalan, il a demandé à celui-ci si la Catalogne était indépendant ou non. Voilà, donc il veut la réponse d'ici 5 jours, il me semble. Il veut la réponse d'ici 5 jours. Voilà, donc clairement, c'est un petit peu une démonstration entre guillemets de force qu'il y a entre Madrid et la Catalogne. Il n'y a pas encore vraiment de dialogue, et c'est ce dialogue qui attend le marché. S'il y a un dialogue, alors ça sera positif pour les marchés actions, parce que voilà, ça va rassurer les investisseurs. S'il n'y en a pas, les tensions pourraient s'accentuer, et on pourrait avoir un divorce assez, une séparation assez violente entre la Catalogne et, euh, et l'Espagne, tout simplement. Donc voilà, affaire à suivre. D'ici les 5 prochains jours, le leader catalan va peut-être proclamer ne pas suspendre l'indépendance, ou alors il ne va pas proclamer l'indépendance et il va simplement pouvoir négocier des, euh, des accords avec Madrid. En tout cas, Madrid, pendant ses conseils de ministres, eh bien, il en est ressorti que ils sont en train de travailler sur la constitution pour peut-être donner davantage de liberté aux régions espagnoles. Voilà. Donc, euh, donc voilà, dans les deux camps, il y a des lignes qui sont en train de changer. Donc c'est ça que le marché attend probablement. Donc l'IBEX, pour le moment, c'est une consolidation, mais d'après nombre d'analystes, l'IBEX sous-performe pour le moment. Ce qu'on l'a vu, hein, on l'a vu depuis le début de la semaine, on l'a vu grâce au graphique. On a un IBEX qui est en retard par rapport à l'indice allemand, français, l'Eurostoxx ou le MIB. Donc tôt ou tard, de toute façon, l'écart qui sépare entre la performance des indices de la zone euro et l'IBEX sera rattrapé, parce que tous les indices de la zone euro convergent dans la même direction. Donc voilà. Et là, en ce moment, on a une divergence entre l'IBEX et tous les autres indices de la zone euro. Voilà. Donc c'est la chose un petit peu entre guillemets simple à trader lorsque on trade les différents indices. C'est lorsqu'il y a des divergences au sein des indices de la zone euro sur du moyen terme, eh bien c'est tout simplement de trader ces divergences. Voilà. Pour une convergence. Voilà. Donc s'il y a une divergence, on trade dans l'optique qu'il y ait une nouvelle convergence. Donc si par exemple là, l'IBEX est à la baisse mais tous les indices sont à la hausse, eh bien on va s'attendre qu'à moyen long terme, l'IBEX revienne à hausse et rattrape son retard. Le FTSE. Alors le FTSE assez plus haut, 7530. On n'a toujours pas de divergence baissière vraiment importante. On en a une légère, mais on n'a pas de confirmation. On est encore loin d'une confirmation, donc pas de stratégie vendeuse sur le FTSE. En intraday, je pense qu'il va consolider pour de multiples raisons. Tout simplement parce que le GBP, comme on peut le voir, avance face au dollar et face à l'euro. On a également le pétrole qui est baissier et les rendements obligataires, comme je l'ai dit, qui sont baissiers. Donc on n'a pas vraiment de facteur qui va venir soutenir le FTSE ce matin. Donc consolidation autour des 7530 points. On passe rapidement à Wall Street, le S&P qui marque un nouveau record, il est à 7552, le futur sur S&P. Bon, concrètement c'est haussier, hein. Rien ne sert de vendre Wall Street. D'ailleurs enfin moi je donne qu'un conseil, mais quand je vois que d'après le sentiment de IG Market, donc comme vous savez, hein, le sentiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un indicateur qui, euh, qui catégorise toutes les positions des traders particuliers chez IG. Et puisque IG c'est le broker qui a le plus de clients, ça donne un échantillon assez complet. Donc regardez Wall Street, on a plus de Wall Street, donc c'est Dow Jones, et US 500 c'est le S&P. Et que vous voyez qu'on a plus de 85% de positions vendeuses, alors que le marché il marque des nouveaux records quasiment toutes les séances. Donc voilà, moi, ça me semble assez compliqué de vendre les indices américains pour le moment. Le momentum est encore une marge de progression avant de tomber sous un plafond important. Donc voilà, le S&P pour moi il peut encore progresser. Je dirais que d'ici les prochaines séances, il peut venir chercher 2560 voire même 2570. Le Nasdaq marque également des nouveaux plus hauts avec un nouveau breakout et une belle impulsion, ce qui veut dire que on a potentiellement une nouvelle vague qui va continuer. Prochaine résistance 6100 puis 6200.
Et je rappelle, on a la publication des résultats qui vont commencer. Alors pour les entreprises technologiques, ça va commencer par Netflix la semaine prochaine. Et ensuite, alors, il y aura Intel, IBM, puis viendra ensuite donc Microsoft, Google, là, les gros mastodontes qui vont arriver d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, le marché price probablement une hausse des revenus de ces entreprises technologiques. C'est pour ça que Nasdaq est haussier et en plus de cela, on a l'appétit pour le risque qui domine. Voilà, donc le Nasdaq, c'est le dossier direction 6100, 6200. Voilà, tout simplement, c'est les plus hauts, les seuils psychologiques qu'il faut viser. Le Dow, alors le Dow c'est pareil. Dow Jones, direction 23 000. Vous voyez que la cassure à 22 500 était assez récente. C'était le 1er octobre, début du mois. Et depuis le début du mois, on a un Dow Jones qui progresse alors, depuis le début du mois, il prend quasiment 2%, ce qui est quand même pas mal, hein. Donc voilà, Dow Jones pareil, sa résistance de momentum est encore, je dirais, pas loin, mais n'est pas proche. Donc on a encore un potentiel haussier de la part du momentum, ce qui se traduirait probablement, ce qui coïnciderait avec une hausse jusqu'à 23 000 points avant de consolider. Regardez les seuils psychologiques, si on se focalise seulement sur les seuils psychologiques. Alors, propriété du graphique. Euh, alors, non. Bon, on va se focaliser que sur les seuils psychologiques 23 000, 22 000, 21 000, 20 000. Et vous allez voir que, eh bien, sur ces niveaux-là, on a souvent des petites consolidations. Donc là, on est autour des 20 000. 21 000, pardon. Donc là, on a 21 000. Ici, on a 22 000. Et ici, on a 20 000. Donc 20 000, c'est un gros seuil psychologique, comme vous en doutez, hein. Donc regardez 21 000. On a une consolidation qui dure environ 2 mois. 22 000, on a une consolidation qui a duré autour de 8 août au 11 septembre, donc un mois. Donc 23 000, je ne dis pas que ça va consolider pendant un mois, hein. Ça peut ne pas consolider, mais en tout cas on a une probabilité de prise de bénéfice à 23 000 qui pourrait durer quelques séances, voire même quelques semaines. Voilà, donc prise de bénéfice qui est à anticiper autour des 23 000 points. Je ne pense pas qu'il y aura un retracement à ce niveau-là, mais c'est possible que le cours consolide pendant quelques semaines. Exactement, Frédéric. Donc la publication des résultats commence aux États-Unis pour le troisième trimestre. Donc ça a commencé hier et comme je l'ai dit, on aura les bancaires qui commenceront aujourd'hui et demain. JP Morgan, Citigroup aujourd'hui et Bank of America et Wells Fargo demain. Voilà. On passe sur les matières premières. Donc globalement pour les marchés actions, aujourd'hui plutôt un avis neutre sur les marchés actions européens. On a de l'appétit pour le risque qui s'est transmis de la séance américaine à la séance asiatique. Néanmoins ce matin on a un euro qui est flat, on a un pétrole qui est flat et on a des rendements obligataires américains qui sont baissiers. Donc on n'a pas vraiment de facteur à part l'appétit pour le risque qui pourrait justifier une hausse. Néanmoins le marché semble attendre la publication des résultats des bancaires qui donneront quand même pas mal d'informations, enfin, qui va augmenter la spéculation sur la publication des résultats des entreprises françaises. Voilà, donc le marché patiente. En conclusion, le marché européen de la zone euro patiente entre la Catalogne et la publication des résultats. Wall Street continue de progresser, on a encore une marge de progression. L'or avance grâce au repli du dollar depuis hier. Donc il avance 1295. Donc on a eu la cassure de la moyenne mobile à 20 jours hier. Le potentiel haussier, comme il était indiqué, c'était 1295 voire 1300. Bon, je pense qu'on va venir tester les 1300. D'autant plus que, comme on peut le voir, le RSI casse 50. Donc si on a une clôture au-dessus de 50, le signal haussier ne sera pas jusqu'à 1300, mais jusqu'à cette oblique baissière, donc qui varie dans le temps, mais qui est autour des 1310. Voilà. Donc si on a une clôture du RSI au-dessus de 50, ce sera un signal haussier jusqu'à 1310. Le pétrole qui a augmenté de 4% depuis le début de la semaine, il est à 51 dollars, 51 dollars, donc comme indiqué depuis maintenant une petite semaine, la stratégie c'est tout simplement un range trading entre 52 et 49. Enfin, entre 52 et 49. Alors pourquoi il augmente autant le pétrole? Alors, tout d'abord, on a eu un ministre saoudien qui a annoncé, ministre de l'énergie saoudien, qui a annoncé ce week-end
euh, qui a annoncé que l'Arabie Saoudite était allait limiter ses exportations de 7,2 millions de barils par jour au lieu de 7,7 en novembre. Voilà, donc 500 000 barils par jour en moins de la part de l'Arabie Saoudite en novembre. Voilà, donc elle a une demande de 7,7, elle va en exporter que 7,2. Donc déjà ça se fait pression. En plus de cela, on a la Russie et l'Arabie Saoudite qui se sont entretenus la semaine dernière et qui sont potentiellement, enfin, sont d'accord pour pour un prolongement du gel de la production jusqu'à fin 2018. Et plus récemment, hier, on a eu le rapport mensuel de l'OPEP qui a indiqué pour le troisième mois consécutif une hausse de la demande. Une hausse de la demande du pétrole, alors que l'offre, eh bien, comme vous savez, il y a un gel de la production, donc l'offre est en recul. Voilà. Donc l'offre en recul, une demande en hausse, ça fait augmenter des prix. Donc la prévision, je le dirais à moyen terme, moyen long terme du pétrole, c'est un baril autour des 50 et 55 dollars. Voilà. Donc je ne serais pas étonné si le cours d'ici la fin de l'année trouve un prix moyen autour des 51 dollars. Donc quand je parle d'un prix moyen, c'est une moyenne mobile à 200 jours autour des 51 dollars. 51, 50 dollars. Voilà. Ça semble ça semble possible. Alors, on passe sur l'actif, enfin, selon moi, entre guillemets, le trade du jour. Donc on a l'euro qui est clairement haussier. À l'inverse du NZD, bon, qui est quand même assez haussier, mais bon, sur 5 jours, c'est la devise qui sous-performe. Sinon, eh bien, on aura donc le dollar qui se situe ici, environ. Donc on a le GBP, pourquoi pas shorter. Le GBP, alors on va regarder ça ensemble. Le CHF, pourquoi pas le CHF. Le CHF me convient assez bien pour être honnête avec vous. L'euro CHF, ça pourrait être bullish. L'euro CHF, ça pourrait être bull. Alors je ne dirais pas jusqu'à 1,16 parce que je n'envisage pas une hausse de l'euro assez importante dans les prochains jours. Mais voilà, autour des 1,1570. Bon, de toute façon, on est à 1,1543. Euh, déjà, on aura une forte résistance à 1,1573. Donc, si vous êtes en intraday, 1,1573, je pense que ça peut se jouer. Voilà, 1,1573. Ou alors, on a le NZD-CHF. Mais seulement en intraday, ce NZD-CHF. NZD-CHF, c'est aussi en intraday. Et ces directions, eh bien, je pense, la moyenne mobile à 200 jours. Donc, alors ça, ce scénario, il avait été atteint, on peut l'enlever. NZD-CHF, moyenne mobile à 200 jours, qui est autour des 0,70. Voilà, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il revienne à 0,70. Comme je l'ai dit, il y a pression politique au NZD qui devrait diminuer, ce qui devrait mécaniquement, ce qui devrait profiter au dollar néo-zélandais. Et à l'inverse, on a le CHF qui baisse et qui donc fait mécaniquement remonter le cours. Voilà, donc le NZD-CHF, je dirais que j'ai un peu plus de conviction sur ce scénario-là. Donc direction 0,70. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Globalement, les marchés sont assez calmes en ce moment. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc, voilà. Merci à vous donc pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Et excellente journée et à demain.